Bon, je pense qu'on va commencer. Merci à tous d'être là pour cette table ronde qui est censée donc finir ces 2 journées de colloque. Donc je ne suis pas Bertrand Sajoli comme annoncé sur le programme, donc je le remplace parce qu'il ne peut pas être présent. Donc Étienne Grésillon. Donc je suis très heureux de recevoir en fait ce soir nos 4 intervenants, qui sont très divers. Donc on va commencer par Eulalia des Valdenebro, qui en fait qu'on a déjà écouté ce matin, donc ici artiste et professeur associé à l'université de Paris 8. Ensuite, vous avez Loïc Mangin, donc ici qui est rédacteur en chef adjoint pour la science. Donc vous voyez déjà 2 profils assez différents autour de la question des plantes. Ensuite, donc vous avez Rami Fischler, donc designer. Et puis enfin, donc Paul Robert Takacs, que je prononce pas bien parce qu'il m'a expliqué que c'était du hongrois et que ça se prononçait pas comme ça, mais voilà, donc je serais incapable de prononcer en hongrois parce que le A se prononce avec un... je n'y arriverai pas, donc voilà. Donc ici, on a des profils très variés et la question, c'est quel discours pour de nouvelles pratiques. Alors on peut élargir parce que discours, c'est peut-être le discours, c'est aussi je dirais, c'est aussi les pratiques, les usages qui permettent en fait de changer notre rapport aux plantes. Donc il y avait une question qui avait été formulée et qui a été posée en fait à tous les participants à cette table ronde, c'était comment, pour chacune de leurs spécialités, ces spécialités peuvent participer à l'évolution des pensées et des pratiques autour des plantes. Donc ça, c'était le premier élément de question. Alors l'idée, ce serait bien qu'on soit, on fasse entre 5 et 10 minutes d'intervention chacun, et ensuite on ira sur une autre question. Mais ça serait bien si c'était interactif, ça veut dire que vous pouvez aussi parfois vous couper. En fait, on peut essayer de faire quelque chose qui soit vivant. Moi, je serais pour, mais après, si ça se fait pas, c'est vraiment pas grave. Donc, on peut commencer autour de parce que voilà, Paul Robert Takacs a préparé quelque chose autour de ces questions. Il y a un PowerPoint, donc on va le laisser peut-être commencer. Et puis ensuite, ce sera les autres qui interviendront. Comme ça, voilà, je pense que les autres, vous avez juste préparé quelques notes et ça sera plus, voilà, ça sera, disons, on pourra rebondir par rapport à ce que dit Paul Robert. Voilà, donc on va vous écouter d'abord. Ça vous va? Ouais, donc ouais, il faut aller sur le pupitre. Ou alors je peux aller sur le pupitre et vous restez là et vous me dites quand il faut changer les slides. On peut faire ça aussi. Bonjour à tous et merci de m'avoir accueilli. Donc j'interviens pour la ville de Paris. Je travaille à la direction des espaces verts environnement de la ville. Je suis botaniste de formation du Muséum d'histoire naturelle. Et j'aimerais juste, avant de vous dérouler ça, vous dire que je suis assez intéressé d'être arrivé à cette fonction à la ville. Je vais commencer par une anecdote. J'avais été dans une rencontre d'orientation des systématiciens botanistes que nous sommes au muséum. Et on m'avait dit, en fait, le métier qui vous est tout tracé, enfin en sciences, c'est vraiment difficile, bien sûr. Vous pourrez être cadre à la poste. C'est un souvenir extraordinaire que j'ai gardé de cet entretien, parce qu'effectivement, le systématicien, c'est la classification. Et de classer le courrier avant la distribution, apparemment, c'était un pourvoyeur de poste assez intéressant, ça m'avait glacé. Merci à celui qui, dans la salle, m'a engagé aux espaces verts de la ville de Paris pour animer des ateliers de botanique à l'origine. Et j'ai été très intéressé par la manière de parcourir les premiers métiers à la ville. J'ai été conférencier des parcs et jardins dans les 4 sites du jardin botanique de la ville, puis dans les autres jardins de la ville, et j'ai appris l'art des jardins. Et je suis arrivé depuis 2011 dans mon nouveau poste d'expert biodiversité, dans la division de la biodiversité des espaces verts, où nous travaillons essentiellement à ce qu'on appelle les trames vertes et bleues à Paris. Et je voulais juste finir là-dessus. J'avais promis que je souhaitais en parler.
il y a un grand décalage entre mes études universitaires et de systématique au muséum et de botanique tropicaliste à l'époque. J'ai jamais eu de mission à l'étranger. J'ai été par contre très intéressé dans mon écosystème, dans mon environnement, qui est l'écosystème de Paris, l'écosystème de la ville dense et de la place des végétaux, justement, dans tout ça. Et c'est comme ça que par mon métier, je suis arrivé actuel, qui plus est, j'arrive à piloter une action fatigante du plan de biodiversité de la ville, qui s'appelle l'action 21, qui s'appelle favoriser la flore régionale. Voilà, c'est super chaud. Et c'est ça que je voulais vous dire ici, de cette difficulté et de la nécessaire évolution des métiers des espaces verts, que ce nouvel intérêt pour la flore régionale, les plantes sauvages, la flore spontanée, a trouvé en ville, alors par une entrée un petit peu perverse, qui est non pas pour elle-même, mais pour être un support de vie pour la faune sauvage. On en a beaucoup parlé pendant ces 2 jours, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc c'est là que mes propres savoirs ont été dévoyés pour, je suis écologue de formation, pour parler en fait des plantes, mais sous couvert de plantes, de la faune. Donc ça a été intéressant c'est intéressant au jour le jour d'avoir les rapports qu'il peut y avoir entre les plantes et les animaux, mais bien entendu que c'est ça le discours officiel, j'ai envie de dire, c'est pas tant les plantes pour les plantes que les plantes pour les animaux. Donc c'est ma petite gêne, ma petite vexation, qu'on n'en est pas encore à favoriser la flore, pour elle-même, mais plus pour ce qu'on appelle un habitat et le fameux le logis et le couvert pour les animaux. Alors ceci étant dit, à la ville, nous sommes nos producteurs de plantes, nous avons notre centre de production horticole. Donc première révolution nécessaire, c'est de produire, ma hiérarchie s'est emportée contre moi quand j'écris mauvaises herbes, mais c'est vraiment la difficulté des producteurs qui est de produire des plantes sauvages. Il y a déjà une antinomie dans ce que je viens de dire, produire du sauvage pour le planter, qui ne semble pas aussi gratifiant pour la production que de produire de l'exotique et de l'horticole, mais qui, en théorie de l'écologie et des rapports faune-flore, l'horticole semble avoir un intérêt moindre. Alors, il faut encore affiner cette production de plantes sauvages, d'espèces régionales finalement. C'est mon combat d'il y a quelque temps, qui n'est pas encore tout à fait résolu, de faire accepter que l'on ne produise que des espèces ordinaires, ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire. Parce que de produire des espèces protégées, c'est illégal. De produire des espèces patrimoniales, c'est pas génial. Le Conservatoire botanique du bassin parisien recommande comment en Île-de-France on traite les espèces patrimoniales au sens d'espèces protégées et qu'on ne les produise, ne les cueille pas. Et bien entendu, il n'est pas cohérent de produire des espèces exotiques envahissantes. Je passe au point suivant, les paysagistes. Eux aussi, il faut révolutionner leur métier, parce que quand ils ont la chance d'avoir à organiser un nouvel espace vert dans un existant, par exemple une friche, je vais prendre dans ma diapositive suivante le cas de la friche Chapelle-Charbon dans le 18e arrondissement, qui est en train de devenir un parc. Les paysagistes doivent ménager dans l'existant les espèces régionales. Et là encore, alors les espèces protégées, c'est obligatoire. L'ordinaire, il faudrait le garder, et les exotiques envahissantes, les limiter ou éradiquer selon le côté où on se place. Plus encore, il leur est demandé d'en rajouter. Donc, pas seulement de conserver, mais de semer, planter des espèces sauvages. Alors, on va dire régionales, pour être plus exact, parce qu'elles ne sont plus sauvages. Avec cette problématique de la culture, des artefacts de culture, très souvent en horticulture, quand on produit notamment les plantes vivaces, qui sont produites en godet, on produit par bouturage, par clonage. Donc on a finalement des lignées génétiques, on est à l'opposé de ce qu'on appelle la biodiversité individuelle. Pour mes collègues exploitants, jardiniers, première révolution, accepter les plantes sauvages.
Ces méga-choses, c'est à l'opposé de la définition du jardin. Le jardin est la chose semée, plantée, cultivée, entretenue de toutes pièces. Mais il leur est demandé de limiter les espèces exotiques envahissantes, de préserver, protéger, parce que c'est obligatoire, légal, de mettre en défense les plantes à enjeux positifs, donc les espèces protégées quand il y en a. Alors, jusqu'à le faire, alors même contre leurs pratiques, les préserver du désherbage, de la taille, de la coupe, de l'élimination, et les préserver, les mettre en défense du public aussi. Avec cette difficulté politique qui est que on n'aime pas interdire l'usage total d'un espace vert, mais il faut donc canaliser les publics et les empêcher d'aller dans un endroit où des plantes en jeu positif se trouvent. Et enfin, très chaud aussi, il leur est demandé, c'est un objectif de l'Action 21, de remplacer l'exotique et l'horticole quand la plante se trouve mal par une espèce régionale. Ce qui les contrarie beaucoup, c'est une phrase qu'on entend souvent, parce que c'est moins ornemental, moins décoratif. Je ne sais pas qui a décrété ça, bien entendu. Enfin, pour moi-même, pour nous, pour les botanistes, je suis très loin de ma formation initiale en étant à ce poste d'expert biodiversité à la ville. Je n'ai pas une carrière de chercheur telle que j'étais parti pour en avoir une à l'origine, mais finalement de revenir sur Terre dans mon environnement, ça m'a intéressé. Donc mon travail est maintenant de récolter, faire connaître, favoriser des espèces sauvages en ville avec les guillemets que je viens d'utiliser. Ce qui est un pari difficile. On n'a pas fini avec tout ça. Il faut aussi, bien entendu, révolutionner le regard, l'acceptation de ce qu'on appelle les usagers. Ça n'est pas gagné. Bien entendu, c'est un travail de médiation très important. Nous avons au sein de notre direction un service, une division de mon agence d'écologie urbaine, qui est une division de mobilisation du territoire, où des conférenciers, mes anciens collègues, expliquent les intérêts de faire ça comme ça. En un mot, le mot a été dit aussi en ces 2 jours, forcément, c'est un changement de paradigme, de culture des espaces verts, dans tous les sens du terme culture, bien entendu. Alors, je vous avais promis de vous parler de mon chouchou, le nouveau parc Chapelle-Charbon. C'est un objet qui se trouve dans le 18e arrondissement, à... J'y arriverai pas. Si. Donc on est aux limites, voilà le parc de la Villette ici, et les faisceaux ferroviaires Gare du Nord et Gare de l'Est, qui sont bouclés par une boucle ferroviaire ici, qui dessert ensuite le nord de Paris par le faisceau Gare du Nord, et voilà le secteur qu'on appelle Chapelle-Charbon. Donc on est sur une friche ferroviaire que vous voyez ici. Donc voilà la petite ceinture qui boucle vers le nord ici. Là, on a le boulevard de la Chapelle. Et donc, on avait cette très vaste emprise ferroviaire, particulièrement polluée, que la ville a rachetée à SNCF, il y a quelques années maintenant, pour en faire un nouveau quartier, un écoquartier Chapelle-Charbon, dans lequel il a fallu faire, le terme a aussi été dit hier, réglementairement, une étude d'éviter, réduire, compenser les impacts des projets d'urbanisme. Et on a été très excités à la division de la biodiversité, en étant engagés par notre direction de l'urbanisme, ce qui est assez rare, de faire ça en interne, au titre de bureau d'études, en fait, pour faire des inventaires faune, flore, habitat, trame verte et bleue, en vue d'avoir l'état initial et de savoir ce qu'on allait en fait décaper, pour parler simplement, pour pouvoir rendre cet espace à l'usage du public. L'ouverture au public nécessite qu'il soit dépollué, donc décapé. Mon collègue chargé d'études faunistiques a trouvé un nombre important d'espèces animales protégées, qu'il était simple de comprendre, de faire admettre dans le cadre du projet. Je n'ai pas eu la chance de trouver d'espèces végétales protégées, mais seulement patrimoniales, donc rares ou menacées en Île-de-France, dans ces habitats particuliers de ballast notamment, qui sont des habitats de substitution à des habitats sauvages, à des pierriers, à des rocailles, à des éboulis dans la nature. On trouve donc des espèces
assez intéressante, que pour une fois, pour la première fois à ma connaissance, on a récolté en graines, avant le décapage du milieu. On a versé à la banque de graines du Jardin botanique de Paris, qui en a fait 3 lots. Un premier lot a été mis en production au centre de production horticole, en graines, pour revenir à l'état de plante au site. Il a été mis en place par les paysagistes, dont le projet rendu que vous avez ici, l'ouverture a eu lieu l'année dernière, je crois, pour avoir déjà quelque chose à montrer. Un deuxième tiers de graines a été semé en place pour restituer une friche ferroviaire. C'est un vocabulaire délirant en écologie. On ne restitue pas une friche, mais on l'a fait. Et un troisième tiers est gardé pour les deuxième et troisième phases de ce parc, qui pour l'instant n'est qu'à sa première phase de déploiement et qui a une surface qui va doubler à terme. Voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On est dans des limites du raisonnement écologique, comme je vous le disais, de friches, de sauvages plantés, restitués, de conservation génétique, de restitution. Voilà, tout ça, c'est un truc qui personnellement me fascine parce que c'est expérimental. Il s'appelle l'écosystème urbain dense. Merci. Alors, est-ce que l'un de vous trois veut rebondir? Moi, j'avais 2 questions. Jusqu'où on peut s'attendre un jour à voir dans Paris des jardins punk à la Éric Lenoir, par exemple? Je pense qu'on les a déjà sous forme de jardin partagé. Ouais, c'est du punk raisonnable. Tout à fait. On a une sorte de jardin punk aussi en pied d'arbre. Là, je pense que c'est vraiment punk pour la peine. Oui, pour La végétalisation des pieds d'arbres qui est offerte comme possibilité de jardinage aux Parisiens, aux usagers, est quelque chose d'assez punk, je pense. D'accord. Et pour rebondir sur cet exemple de la chapelle Charbon, une question sans doute naïve et bête, mais finalement, pourquoi intervenir? En fait, on a une friche, et si on la laissait tout bêtement tranquille, comme c'est, je crois, fait sur des tronçons de l'appli de ceinture, des trucs comme ça? Pourquoi intervenir, en fait, pour arriver au final à un truc un peu tiré au cordeau, quand même? J'adore votre question parce que je suis d'accord avec l'idée. Mais le développement politique et urbain de la ville ne le permet pas. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les choix politiques qui sont faits actuellement, ce qu'on appelle les espaces libres, je crois qu'on ne dit plus délaissés de nos jours, sont rendus aux usages. Et justement, je vous disais, ce n'est pas qu'un parc qui est créé, mais en fait, l'habitat, l'économie, les infrastructures vont être restructurées autour de cette friche. Donc une partie de la friche, d'ailleurs, sera consommée par la construction. La biodiversité. Tout à fait. La biodiversité en prend un coup. Inversement, on a conservé une très grande partie de la surface pour en faire un parc urbain. Et les paysagistes qui ont été sélectionnés sur cahier des charges programme dans le concours et qui ont remporté le projet, encadré par la ville, le projet vient de recevoir un prix Territoria cette année. Pour la concertation publique, en fait, un équivalent jeu vidéo a été mis en place qui s'est appelé « Dessinez votre parc ». Et les riverains ont été consultés et on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez avoir dans ce parc. Et l'une des réponses, on se demande toujours si c'est l'un d'entre nous qui s'est caché par mieux, l'une des réponses a été biodiversité. Donc c'est justement ce qui a permis d'avoir ce programme qui est relativement biodiversitaire, c'est-à-dire riche en espèces régionales. Nos inventaires floristiques, par exemple, ont alimenté l'équipe projet qui a accepté d'introduire dans son projet qui était déjà assez parc périurbain, donc assez naturalisant, j'ai envie de dire, avec énormément d'espèces régionales déjà. C'est pour ça aussi qu'ils ont été sélectionnés. Ils ont accepté d'intégrer ce qui n'était pas dans leur palette originelle, des espèces que nous avions déjà vues en place, et d'intégrer sous forme de plantation et de semis nos 2 tiers de graines récoltées sur site, dans l'esprit de restituer des habitats pour la faune protégée. La question que j'ai, c'est autour des animaux, parce que tu disais en fait qu'il y avait finalement des animaux protégés en fait sur le site. Oui.
Et c'est marrant parce que là, finalement, ton exemple montre finalement que la plante ici, il y a une considération du fait qu'on avait gardé les graines, etc. Oui. Et qu'est-ce qui en a été fait pour les animaux Alors, ça s'appelle des habitats temporaires. Les animaux en question, donc c'est pas des cervidés, hein, c'est le lézard des murailles, le hérisson commun, l'Europe, pardon. Deux insectes dont l'un d'entre eux n'avait jamais été vu à Paris, qui sont un féodé aux friches herbacées. Donc là, on était en plein dedans, justement. On leur a offert des habitats de substitution provisoires temporaires le temps du chantier, ce qui est quand même quelque chose qui moi me fascine parce que la méthode éviter, réduire, compenser s'applique aussi au temps du chantier. C'est pas juste à la livraison, il faut avoir voilà. Il y a une continuité vraiment une permanence des espèces visées. Leur offrir des habitats de substitution, c'était explicitement d'offrir des gabions aux lézards. Les lézards n'ont pas une grande mobilité, ils se déplacent très très peu, les populations sont très stables. Et donc, juste à côté, sur des espaces décapés, on leur a offert des gabions. Je ne sais pas s'ils ont été investis le temps du chantier, parce que par contre, les nuisances sonores et vibratoires sont très importantes. Et on a bénéficié, enfin les organisateurs du grand projet en question ont demandé des dérogations de destruction d'espèces. Donc la notion de éviter, réduire, compenser, on arrive très rapidement à compenser. Donc une dérogation a été donnée pour destruction d'espèces et habitats au titre de l'intérêt général de l'aménagement. Alors, est-ce qu'il y a je sais pas, est-ce que... Loïc, vas-y, je pense que tu avais envie de parler, donc tu peux intervenir. Je ne veux pas non plus... je ne sais pas si les deux autres intervenants ont peut-être des questions à poser. Non. Alors... C'est moi qui en avais une. Ah, à vous? À vous-même? Oui, non, à vous-même. Qu'est-ce que vous appelez jardin punk, du coup? C'est une notion un peu de liberté, quoi, pas de, c'est à l'opposé du jardin de Versailles, quoi, par exemple. Oui. Typiquement, on ne tombe pas les pelouses, on laisse la complexité se réinstaurer, la biodiversité s'installer qui en découle forcément. Alors moi, ce que j'avais retenu de la notion de jardin punk, c'est quelque chose qui se fait depuis un certain temps et où la ville d'ailleurs remporte assez régulièrement des prix au Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire, puisque les élèves de l'école du Breuil, l'école d'horticulture et du paysage, présentent des projets annuellement. C'est d'associer dans un espace vert des espèces exotiques, horticoles et sauvages dans la conception. Donc de rééquilibrer, de ne plus utiliser que des espèces exotiques et des variétés horticoles, mais d'avoir dans la palette originelle aussi des plantes sauvages. Alors qui soit sont acceptées, tolérées, conservées du préexistant, ou quand on est à Chaumont-sur-Loire et qu'on part d'une parcelle à zéro, sont mises en place par le projet. Ça, je trouve ça très punk. Et je pense que ça, c'est l'avenir. D'accord. Bon, nos futurs du punk... qu'en est-il de moi? Donc, je m'appelle Loïc Mangin, je suis rédacteur en chef effectivement adjoint au magazine Pour la Science, donc revue de vulgarisation que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, enfin en fait j'espère surtout. Et donc notre rôle, c'est de transmettre. Donc je ne sais pas jusqu'où on peut participer à l'évolution de la pensée, du discours et des pratiques, mais au moins on peut essayer de transmettre des informations, des résultats de recherche, des travaux, pour espérer aller dans ce sens. Mais il y a aussi l'aspect vulgarisation qui est très important. Et donc, qui dit vulgarisation et plantes, on ne va pas échapper à Wohlleben, qui a un peu chamboulé le champ de la vulgarisation scientifique, parce que pour la science, on essaye d'avoir un bon niveau de vulgarisation assez élevé. Par exemple, on n'hésite pas à faire de la physique quantique ou de l'astrophysique ou des choses compliquées. Et donc, même quand il s'agit de plantes, on va assez loin, par exemple, dans les mécanismes moléculaires, par exemple. Ce qui fait que, quand on a vu débouler Wohlleben, et qu'en le lisant, on se rend compte de l'anthropomorphisme à outrance qui nous a... nous, on essaye de... C'est une sorte de limite qu'on essaye de pas dépasser. Avec de l'autre côté le fait que, par exemple, c'est ça qui fait vendre aussi. Donc on est entre deux piliers.
on est un journal, on espère un petit peu vendre, donc on essaye de captiver le public, mais on essaye par ailleurs de ne pas tomber dans les travers d'une vulgarisation qui pourtant pourrait très bien fonctionner. Par exemple, on a fait... mon travail, c'est notamment les hors-séries trimestrielles, et on a fait une dizaine d'années sur justement la révolution végétale, sur les plantes. Et on n'a pu que constater que ça marchait assez bien, en fait. Donc il y a une attente du public, donc ça c'est une première chose qui est plutôt une bonne nouvelle. Il y a une attente dans le public d'informations liées aux plantes, aux nouvelles pratiques, aux nouveaux résultats, à des nouveaux discours. Après, je peux pas... comment dire... Voilà, l'exercice a ses contraintes, c'est effectivement de... alors, quand vous prenez les journaux concurrents, et qui ne s'adressent pas forcément à un public aussi versé en sciences, les contraintes que je mentionnais auparavant, elles ne sont pas forcément respectées. On a vu plusieurs fois des journaux titrés de façon un tantinet racoleuse à mon goût sur des plantes. Je ne citerai pas d'exemple. Mais vous les avez sans doute vus, et peut-être que ça vous a aussi hérissé les cheveux. Si je continue en suivant un petit peu ce que je fais, on a un petit levier pour transmettre des changements. C'est par exemple en prescrivant des choses. Dans les hors-séries, il y a par exemple toujours une série de recommandations, de coups de cœur. Donc ça peut être aussi bien des livres que des expositions, que des choses comme ça. Et donc là, par petites touches, on peut amener à faire prendre conscience au public de l'importance du monde végétal et de la révolution qui s'y déroule, notamment grâce à la plupart des chercheurs, et notamment à ceux qui sont ici. Et pour continuer un petit peu dans la pratique, et là, je suis désolé, mais en continuant un petit peu sur mon cas personnel, il se trouve que par ailleurs, je tiens une chronique art et sciences, et ça va sans doute faire une transition avec les deux autres intervenants. Et il m'arrive de partir sur des projets artistiques ou même de designers fondés sur des plantes. Et juste un exemple, par exemple, je me souviens d'une artiste allemande qui, à Bourges, avait conçu des jardins avec uniquement des plantes résistantes aux herbicides les plus courants. Et en fait, son jardin et les parcelles du jardin représentaient en fait les logos des plus grandes sociétés vendeuses de pesticides et d'herbicides et ce genre de choses. Donc par le choix de ces sujets-là, dans cette chronique Art et Sciences, il y a aussi une sorte de transmission d'informations, d'alerte peut-être. Il y a peut-être aussi un côté un peu militant, ça, oui, je ne veux peut-être pas le nier en fait. Et donc voilà un petit peu, à notre échelle, à l'échelle du journal d'une part, à mon échelle d'autre part, ce qu'on peut faire pour faire évoluer les choses, quoi. Je ne sais pas si j'ai entièrement répondu à ta question, mais... Très bien. Merci. Alors, cette question, c'est une question qui a traversé toute ma vie. Vous m'écoutez là ou... Oh. Il faut parler au micro. Comment? Il faut parler au micro. Comme ça? Ok. Bon, cette question de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est une question qui m'a traversé toute ma vie. Et justement, à côté de l'esplanade, tout mon travail, c'est à côté de ça, de différentes manières. Alors, je crois que tout le monde ici partage les mêmes sensations, que le problème, c'est toujours l'anthropocentrisme. Je ne sais pas si je me trompe, mais de temps en temps, je lis beaucoup d'auteurs qui disent la même chose. L'origine, c'est l'anthropocentrisme. Alors, je me demande comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, je vous invite à tous à faire ces petits gestes que je fais dans mon travail, que c'est essayer de regarder les choses un peu de loin et essayer de déplacer les places de l'humain. Tout le monde, il y a un sujet d'étude ou un objet d'étude. Essayez de déplacer le lieu pour regarder cet objet. C'est ça que je crois. C'est une chose que tout le monde peut faire à différents niveaux. Par exemple, je suis prof à l'université et même n'importe lequel cours je donne, je sors tout le temps avec mes élèves
Et je prends une petite fleur, un pissenlit, et je parle de la sexualité de cette petite fleur. Mais je parle avec un langage très humain, très sexuel. Alors je parle de séduction, de ménage à trois, je parle comme ça. Ils sont des élèves, ils ont 20 ans, années, quelque chose comme ça. Alors tout le monde prête attention et ça marche. Et après de ça, je comprends qu'il y a un petit changement. Parce que même si on dit, oui, les plantes sont des vivantes, ils sont intelligents, ils sont blablabla, c'est difficile pour les humains de comprendre qu'il y a un être vivant parce qu'ils poussent très, très doucement. Et ils ne sont pas pareils à nous, ils sont très différents. Et si c'est difficile pour les humains reconnaître qu'il y a des autres humains différents, reconnaître la différence d'une plante, c'est vraiment difficile. On parle ici des droits de la nature. Et on a parlé hier qu'à la Colombie, il y a peut-être des pays où il bouge vite cette idée, mais on n'arrive pas encore à protéger les droits des humains. Alors, je crois qu'il y a un anthropocentrisme et on n'arrive pas encore à sortir de la modernité parce qu'on regarde notre planète et on regarde encore les plantes comme des objets. Et je crois qu'il faut être très attentif dans les manières de parler et jouer un petit peu un rôle différent. Mais il faut faire conscience de ça pour jouer un rôle différent. Alors c'est ça que je crois qu'il faut faire. Merci, Eulia. On peut passer à Rami. Ouais, finir. On m'entend comme ça, donc, moi je suis donc Rami Fischler, je suis designer. Alors designer, c'est pas un métier facile à définir, mais en gros c'est un métier qui travaille sur la question du quotidien, des usages du quotidien, et puis qui fabrique, conçoit des espaces, des objets, des usages dans des contextes extrêmement différents. Tout le monde sait à peu près ce que c'est une agence d'architecture, on construit des immeubles, puis je pense qu'avec vos métiers, ou en tout cas vos études, sans doute vous voyez ce que c'est le paysagisme, l'urbanisme. Le design, en fait, c'est un métier peut-être un petit peu plus discret, mais qui est en fait, paradoxalement, je pense, très très investi et de façon très transversale dans tous les sujets qu'on évoque aujourd'hui, parce qu'il est quand même celui de l'échelle humaine, là où parfois, malheureusement, à l'échelle de l'urbanisme ou à l'échelle de l'architecture, on n'a ni le temps, ni les moyens, et parfois on oublie complètement justement cette échelle humaine. Et alors exactement, quand on pense déjà pas à l'échelle humaine, on ne peut pas penser évidemment à celle des autres espèces vivantes. Ça, c'est une réalité qui a sans doute beaucoup, je dirais, fait du mal à nos villes, puisque là on parle pour l'instant des villes, mais évidemment le végétal est partout ailleurs aussi, mais dans les villes, pendant des décennies, la stratégie politique et urbaine a plutôt été celle de faire des très grandes villes, des mégapoles, des métropoles. Ça a été souvent l'ambition des hommes, beaucoup plus que des femmes, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais en tout cas des politiques, notamment en France et en Europe. Et aujourd'hui, il y a une vraie remise en question de ces grandes villes très denses, très polluées, très peu végétalisées et qui ne sont pas du tout un exemple de désirabilité, en tout cas des générations qui arrivent, qui naissent et qui occupent ces villes et qui veulent du coup les quitter. Et c'est une tendance, c'est un signal faible comme on dit aujourd'hui, mais qui s'avère être de plus en plus fort. Et donc c'est dans ce cadre-là que, en tout cas, mon métier m'amène à travailler dans le très grand et le très petit, très grande et très petite échelle, sur la place du végétal. Alors nous, le végétal, évidemment, il est dans tous les domaines parce qu'on fabrique des meubles, on fabrique des objets. Évidemment, ils viennent de matériaux
le plus possible, en tout cas biosourcé. Il y a ce domaine-là. Et puis, il y a la fabrication de la ville, la fabrication du mobilier urbain, la fabrication des voiries. J'y reviendrai parce que c'est pour vous donner peut-être un exemple concret. Et puis, il y a une dimension, je dirais, un peu plus large, qui revient un peu à ce qui a été dit sur la désirabilité, la prise de conscience d'une population urbaine qui s'est déconnectée vraiment du monde végétal et même de l'identité, je dirais, de la définition de ce qu'est le végétal, et qui en a plutôt peur aujourd'hui et qui a du mal, en tout cas, à vivre avec ou à lui laisser une place. Donc ça, c'est un enjeu dans lequel le design aujourd'hui est très présent. Alors pour vous donner un exemple assez précis dans lequel, en tout cas aujourd'hui, je suis amené à m'investir, la ville de Paris, vous le savez peut-être, a un projet de ce qu'on appelle le PLU bioclimatique, c'est-à-dire de vraiment repenser la voirie et l'urbanisme de la ville en anticipant les enjeux climatiques, le réchauffement climatique et en limitant les voitures dans la ville. C'est un enjeu qui est porté par la mairie et notamment par le nouveau responsable de l'urbanisme, Emmanuel Grégoire. Et bien tout de suite, ça va affecter toutes les strates des opérateurs de la ville, des fabricants de la ville, des bâtisseurs de la ville qui vont être obligés, et ça pour ça on doit déjà dire qu'on est quand même assez fort en France, obliger les acteurs privés à changer leur façon de penser et d'intégrer notamment le végétal. Dernièrement, on a tous vécu évidemment le Covid, et vous avez sans doute vu apparaître des terrasses éphémères dans toutes les rues. C'est ce qu'on appelle des contre-terrasses. Elles se sont installées sur le bitume, sur les parkings, et elles ont disparu il y a quelques semaines pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, parce que justement ces terrasses étaient volontairement temporaires, elles étaient aussi gratuites. Et avant de passer à une autre étape qui est celle de se demander comment finalement quelque chose qui a été plutôt assez probant, tout le monde n'a pas aimé l'esthétique, mais par contre tout le monde a apprécié quand même l'idée que la rue redevienne un tout petit peu plus peuplée, moins de voitures mais plus de riverains. Et bien comment ça peut devenir demain une proposition plus pérenne qui du coup, et c'est là où mon travail devient, en tout cas je participe à cette réflexion, comment la pérennisation de cette réappropriation de la rue, la débitumisation finalement aussi de la voirie, peut devenir un vrai enjeu aussi de renaturation de la ville. Je parle de Paris, ça peut être de toutes les villes de France évidemment. Eh bien, en fait, sur un exemple comme ça réunit énormément de choses qui se sont dites ici. D'abord, se réapproprier la rue. Je pense que les gens sont tellement habitués à ce que finalement c'est la voiture qui érige l'urbanisme des villes, qu'on a perdu la possibilité d'imaginer autre chose. C'est vrai que en effet, il y a les parcs, il y a les espaces verts, mais il y a la réalité que la majorité de notre ville est quand même constituée de rues, et que si toutes ces rues devenaient un tout petit peu moins destinées aux voitures et un peu plus à la végétation en pleine terre, ce serait plus du tout la même ville, évidemment. Pendant très longtemps, pendant quelques années, la ville nous a beaucoup influencé ou même conseillé, voire même dicté de végétaliser les toits. Donc vous avez vu piler des projets de végétation en toit qui sont très intéressants, qui ont, dans les cadres de Réinventer Paris notamment, fait verdir beaucoup les toits parisiens. Il y a une limite quand même, parce que beaucoup de toits sont classés, notamment dans les villes comme Paris. Mais une fois que la végétation est sur les toits, en tout cas elle ne touche pas la terre, et elle ne va pas résoudre des enjeux de renaturation et comme vous l'avez présenté tout à l'heure. Donc mon métier aujourd'hui, c'est notamment de repenser le mobilier urbain, mais je ne participe plus à des réflexions sur des bancs publics ou sur des abribus, comme ça a été souvent le territoire du design, mais beaucoup plus sur comment
associer des enjeux communs. C'est là aussi où je pense que du coup l'humain qui est en effet très autocentré peut se dire ok, il y a une négociation en fait entre le vivant et moi. Je vais à la fois regagner du territoire, je vais regagner de la liberté d'usage dans la rue, et en même temps je vais la végétaliser. Et une fois qu'on végétalise un site qui jusqu'à présent était dédié aux voitures, on ne peut plus jamais le bouger. Ça, c'est un des grands enjeux aussi de notre pratique et de ce qui se joue en ce moment dans les villes. C'est replanter, c'est quelque chose qui, a priori, est définitif. Je l'espère, en tout cas. Vous me direz si je suis naïf ou pas. Mais c'est en tout cas beaucoup plus définitif que de mettre des plantes en pot et qui ne change rien voilà, aux enjeux climatiques. Donc ça, c'est un exemple dans lequel aujourd'hui le design a toute sa place. C'est revégétaliser la ville en intégrant de nouveaux usages qui en même temps voilà, profitent aux commerçants, profitent aux riverains, profitent aux enjeux politiques et commerciaux de façon plus globale. Et on a la chance dans des grandes villes comme Paris d'avoir des échéances, la malchance d'avoir des échéances politiques tous les quelques mois qui font que les projets capotent, mais on a aussi des projets ambitieux comme les Jeux Olympiques qui sont évidemment très décriés, j'imagine, par beaucoup, mais qui en même temps permettent de se donner des échelons et de se dire, ok, si on veut qu'en 2024, eh bien, il y a un grand cap de passé, eh bien, il y a des investissements qui se mettent en place et il y a, en tout cas, je l'espère, moyen de faire bouger les lignes et de, notamment dans des villes comme Paris, revégétaliser. Et la raison, et je m'arrêterai là, mais la raison pour laquelle je pense que je suis ici, c'est notamment la rencontre avec François Bouteau, que j'ai invité à l'une de mes tables rondes, sur un autre grand enjeu d'avenir, c'est la question de la désirabilité. Moi, j'ai aucun mot scientifique et je suis pas du tout sachant dans le domaine végétal. Et pourtant, j'échange avec des personnes qui travaillent sur le droit du vivant, des écrivains comme Camille Toledo, qui a notamment travaillé sur le tribunal de la Loire dernièrement et qui est très présent sur les sujets toujours du droit du vivant, et pas qu'en Colombie. En France, on commence aussi à vraiment militer pour ça. Et très vite, il y a un enjeu d'incarnation. Alors j'entends ce que vous dites en effet sur le danger parfois du biomimétisme ou de toutes ces tendances qui font que parfois, ou de l'anthropomorphisme, pardon. Oui, c'est autre chose, mais c'est tout aussi parfois dangereux. Mais en même temps, ça permet d'incarner et de parler à des gens qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans le domaine scientifique et de se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est un sujet extrêmement important à l'heure des plateformes, des séries télé, essentiellement dystopiques, où il n'y a quasiment jamais aucun, je dirais, récit, aucun imaginaire qui valorise et qui incarne les enjeux du vivant. S'il n'y a pas de récit, il n'y a personne en fait qui peut à un moment prendre le sujet s'il n'est pas dans le domaine. Et il suffit de voir aujourd'hui quels sont les récits que lisent, écoutent ou regardent les enfants. Très très peu en fait aujourd'hui sont destinés à valoriser justement le vivant. Donc il y a un énorme enjeu, une énorme urgence à recréer des nouveaux récits qui portent en fait les enjeux dont on parle ici, mais pas de façon alarmiste uniquement, parce que sinon ils font peur aux gens, mais de façon créative, imaginative et désirable. Et c'est un autre versant de mon travail, pas que dans le domaine du vivant, mais c'est de produire en fait ce type de récit avec une forme de fabrique des imaginaires dans laquelle des scientifiques, des anthropologues, des sociologues, des philosophes et évidemment des écrivains travaillent ensemble pour essayer tout simplement de constituer des potentiels avenirs désirables. Voilà un petit peu mon travail et j'espère que ça répond à votre question. Merci Rami. On peut peut-être passer à une séance de ping-pong entre la salle et nos intervenants. Il y a plein de mains qui se lèvent, c'est bien. Je vois les micros arriver. Oui, ils arrivent. Oui, bonjour, vous m'entendez?
Fabien Roussel, je suis enseignant-chercheur en géographie, en biogéographie. C'est pas tellement une question plutôt qu'un témoignage sur un sujet de recherche que je mène, qui est la cueillette de plantes sauvages en ville, et qui me semble poser en fait d'autres types de problèmes. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de biodiversité, mais finalement on réduit tant l'humain que le citadin à quelque chose d'assez monolithique, alors qu'en vérité, même en ville, il y a tout un tas de relations diverses et variées au vivant, et il me semble que le problème dans ces milieux denses, c'est quelle place on laisse aussi à ces autres relations. Typiquement, le cueilleur de plantes sauvages, alors on parlait de punk, c'est un peu un pirate, quoi. C'est un peu quelqu'un qui va venir mettre le bazar dans les ordonnancements des espaces verts, et y compris d'ailleurs par rapport à la biodiversité. Et comment on lui laisse de la place? C'est pas évident. Sans parler d'ailleurs des usages que d'autres types de populations, dans certains milieux sociaux, l'espace vert, c'est le barbecue, quoi. Donc la ville, elle est très très diverse aussi en termes d'intention, en termes de relations vivants. Et voilà, comment on fait pour laisser de la place à ça? Moi, à mon avis, c'est pas simple, hein, mais je voulais juste faire ce témoignage. Merci Fabien. Oui, moi, j'apporte pas de réponse à la question là précédente. Je suis désolé. À part que sur le barbecue, je suis très dubitatif parce que derrière, il y a quand même beaucoup d'employés qui passent leur temps à nettoyer. Quand je vois, moi, certains usagers qui coupent à la hachette des arbres pour faire leur barbecue, j'ai des doutes dans l'usage. Bon, voilà. Ensuite, on a critiqué un peu les grandes villes. Je pense que c'est quand même aussi un moyen de lutter contre le mitage des écosystèmes naturels. Si on étalait Paris sur toute une superficie permettant d'avoir la densité moyenne de la plupart des grandes villes, moyennes villes de France, ça ferait beaucoup d'écosystèmes naturels qui disparaîtraient. Ça s'appelle le Grand Paris. Et c'est déjà le cas. Non, je pense pas. On en rediscutera après, mais je pense pas. Je pense que la ville de Paris, c'est ce que je disais hier, c'est 21 000 habitants au kilomètre carré. Si vous mettez une densité même un peu plus faible, déjà, les habitants de Paris, ça s'étale beaucoup. Et je pense qu'il y a des écosystèmes franciliens qui disparaîtraient. On a parlé aussi des plantes locales. Moi, en tant que gestionnaire des espaces verts, j'ai profité de la fin du confinement pour laisser beaucoup d'espaces verts qui avaient repris un peu d'aspect naturel pour les laisser. Et on avait décidé de ne plus entretenir, parce que pendant 2 mois, on était à peu près libre, et d'attendre d'éventuelles remarques. Puis en fin de compte, il y a beaucoup d'espaces qu'on a pu laisser de manière beaucoup plus naturelle. C'était une stratégie un peu d'opportunité. Voilà, c'était tout. Pardon ? C'est encourageant. Non, il suffit de le dire à votre élu. Voilà, vous lui dites, là, on essaye ça. Et puis si ça gueule trop, on agira. Oui, mais que ça n'ait pas gueulé, c'est ça qui est encourageant. Oui, mais il y a toujours les... Après, ils avaient pris certaines habitudes de vision. Les changements, c'est surtout des... Enfin, il faut casser les habitudes. À mon avis. Ça paraît... C'est une palissade, d'ailleurs, ce que je dis. Voilà. Pas vraiment une question. Bonjour, tout d'abord merci pour vos présentations, c'était vraiment super intéressant. Moi je sors du forum de Agroécologie Europe qui a eu lieu la semaine dernière et dans lequel on a... Moi je suis ingénieur agronome donc je suis très agronomie, pas très ville. Et c'est un sujet qui est ressorti assez souvent quand même, comment est-ce qu'on embarque les villes dans la transition agroécologie des systèmes alimentaires. Et étant donné que je vois plusieurs personnes qui ici s'occupent du design ou des choses qui peuvent, des transformations qui peuvent avoir lieu en ville, est-ce que vous avez, j'imagine qu'il y a déjà des exemples qui sont en place, est-ce que vous avez des
Est-ce que vous vous projetez là-dedans, dans ce parti pris de la ville dans la transition alimentaire? Est-ce que vous avez des idées, des futurs à inventer? Voilà, c'est ma question. Je ne suis pas forcément bien placé pour répondre sur la question vraiment agronome dont vous parlez, mais en tout cas, c'est plutôt le circuit court aujourd'hui. Enfin, moi, je ne suis pas forcément très optimiste sur l'idée que les grandes villes deviennent en fait des grandes villes, comment dire, de production agricole. Je pense que ça a été dit, enfin, il faut laisser la place à l'agriculture là où elle est bien. Je pense qu'il va y avoir dans les décennies qui viennent énormément de transhumance, de migration entre des gens qui veulent plus vivre dans des villes ultra denses et hyper chères aussi. Et donc je suis évidemment pas favorable, moi, à continuer à densifier les villes ou à les agrandir. Et je pense que je dirais, le futur de la ville de demain, c'est plutôt les villes moyennes et les villes périurbaines. Et rien que quand on entend ces deux noms-là, on voit bien qu'il y a un problème, parce que je parlais de désirabilité tout à l'heure. On voit bien que entre la ville bas carbone, la ville moyenne et la ville périurbaine, on n'a pas vraiment encore trouvé des vocabulaires qui font rêver. Mais pourtant, c'est vers là que se tendra l'avenir, je dirais, des urbanités un peu plus humaines. Et c'est autour de ça que devrait, je dirais, se réorganiser des agricultures plus locales et écosystémiques, qui font que, par exemple, on ne soit pas obligé d'aller qu'à Rungis pour aller s'alimenter en nourriture. Aujourd'hui, la grande majorité des marchés parisiens ou des grandes villes s'alimentent de cette manière-là. Et très très peu de producteurs arrivent aujourd'hui directement dans les grandes villes. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est pas un sujet de design. Et paradoxalement, moi j'ai fait l'ENSI les ateliers, et il y a 15 ans, un étudiant qui s'appelle Guillaume Chéron a créé La Ruche qui dit oui, et qui est une plateforme qui a été vraiment la première. Aujourd'hui, on va dire que c'est peut-être assez classique, qui a permis de mettre directement des consommateurs, vous et moi, en relation avec des producteurs qui se retrouvaient dans ce qu'on appelait des ruches, dans plein d'endroits dans Paris, pour pouvoir directement livrer leurs produits. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, ça paraît normal, mais c'est finalement très très récent. Et je crois qu'il y a un énorme enjeu de créer des nouvelles façons de pouvoir directement s'alimenter sur des réseaux agricoles proches des villes. Et de ce point de vue-là, en effet, moi, je pense qu'il y avait beaucoup d'avenir, et il y a beaucoup d'optimisme à transformer ça, parce que le public attend en fait cette transformation. Merci pour ces communications. Et puis surtout, j'ai profité du fait que vous intervenez, vous êtes pour la plupart des intervenants qui interviennent sur un public assez large, pour poser cette question de ces transformations. On les voit venir, elles s'annoncent, la ville verte, etc. etc. Et justement, on a l'impression qu'elles ne sont jamais réellement évaluées. Avec François, Denis et Étienne, on travaille avec un M2, et on s'est branché sur le fameux projet Green Cities, parce qu'on avait des liens avec la cité de Kitakyushu au Japon, qui fait partie de ce consortium Green Cities. C'était en 2005, quelque chose comme ça. Il y a eu plein d'accords signés, il y a eu des engagements, il y a eu des... Et puis avec les étudiants, on a voulu travailler sur ce que c'était devenu. Alors, étonnamment, ça a été assez suivi à Kitakyushu, qui a bien marché, où il y a eu des rapports d'étapes, etc. Et les étudiants ont eu beaucoup de mal à voir pour Paris, qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, les gens ont commencé à louvoyer, etc. Et puis finalement, quelques interlocuteurs un petit peu plus honnêtes que les autres, sans doute, leur ont dit, en fait, il ne s'est rien passé. En fait, on a fait ce projet, il y a eu de l'argent distribué, il y a eu de la surtout en communication, Green Cities, etc., etc., etc. Mais non seulement il n'y a pas eu de suite, mais ce qui a été fait à l'époque n'a pas réellement été évalué au sens scientifique. Et on est devant ça, c'est-à-dire que comment on peut faire pour casser ce cycle, qui est que la temporalité du politique, c'est l'annonce, et la temporalité
diversité des plantes, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, et il faut voir ce qui s'est passé. Enfin, il faut faire un bilan de ce qui s'est passé en 15 ou 20 ans. Voilà. Comment on peut arriver à mettre la lumière sur le fait que le temps nécessaire à une revégétalisation spontanée ou pas, enfin, voilà, tout ça, ça se discute, mais voilà, comment on peut obliger les politiques à respecter cette temporalité-là et ensuite à faire des évaluations, quoi, à donner des comptes sur quels sont les bilans. Alors, je vais répondre sur l'évaluation de politique environnementale. À la ville de Paris, comme beaucoup de villes de la planète, nous nous soumettons à ce qu'on appelle l'index de Singapour, qui est une méthode de notation partagée de manière internationale sur un protocole très peu plastique. Donc en gros, les mêmes items sont les villes participantes au programme dans le monde, donc internationalement, répondent aux mêmes questions. Y a-t-il une politique biodiversité? Combien a-t-on de réservoirs de biodiversité en ville? Combien d'espaces verts par habitant? Combien d'espèces végétales? Combien d'espèces animales? Et je vous réponds personnellement parce que je me fais bien chier tous les 5 ans à répondre à cet index de Singapour où on nous demande, sur le dernier pas de temps de 5 ans, entre le précédent calcul et l'actuel, combien avez-vous d'espèces végétales à Paris? Je ne vous raconte pas l'exploitation des bases de données naturalistes que ça nous demande, du nettoyage, du retour de données et de ce genre de choses. Première réponse, l'index de Singapour. La deuxième, que je trouve autrement plus stimulante, qui là m'embête moins que la précédente, qui est trop chiffrée. Je déteste les données chiffrées de ce type, parce que par exemple, il suffit d'avoir trouvé un plan de quelque chose pour dire cette espèce existe à Paris. Alors, est-ce qu'on peut parler d'espèce ou faut-il parler d'un individu? Là, et du risque pour l'espèce qui n'est qu'un individu, ça devient vraiment agaçant. Beaucoup plus intéressant, donc à la ville, nous travaillons à notre âme verte et bleue. On s'inscrit dans quelque chose qui s'appelle le schéma régional de cohérence écologique. C'est un document régional, lui-même inclus dans la politique nationale pour la biodiversité, où il a été demandé à chaque région de dresser leur plan de biodiversité, leur trame verte et bleue, et d'améliorer l'état initial. Donc la ville de Paris nous a engagé, nous, division de la biodiversité. Je fais juste un aparté dans ce que je suis en train de dire. J'adorais notre précédent intitulé qui était Division patrimoine naturel. J'adore. On est devenu Division de la biodiversité qui est autrement plus abscon, puisque patrimoine naturel avait tendance à quand même mettre en discussion les teneurs du patrimoine construit, immobilier, qui a une importance financière, économique, touristique importante à Paris, avec autre chose, le vivant, qui s'appelait le patrimoine naturel. On a changé de nom entre-temps. Donc je vous disais, on a dû faire l'état initial des trames vertes et bleues et nous devons évaluer leur amélioration. Eh bien, il existe une méthode que nous appliquons à Paris qui a été dévoyée d'une méthode utilisée à l'échelle nationale de l'évaluation des trames vertes et bleues, qui est la présence d'espèces cibles. Alors, je vous dis en un mot ce que c'est. Là aussi, c'est assez agaçant. Ce sont des espèces animales. C'est des zoologistes qui ont créé la méthodologie. Intuitivement, c'est simple à comprendre. On choisit des espèces animales qui, si elles sont repérées dans un endroit parce qu'elles y sont restées, ou qu'elles reviennent, ou qu'elles arrivent alors qu'elles n'existaient pas, c'est bon signe. Et ce qui est intéressant dans ces espèces cibles animales qui permettent d'évaluer une trame verte et bleue, c'est que, alors c'est là que c'est intéressant parce que c'est animal, c'est plus facile à comprendre. Les trames, c'est les possibilités de déplacement. Donc si ces espèces n'existaient pas et qu'elles arrivent à Chapelle-Charbon alors que Chapelle-Charbon n'existait pas avant, ça montre qu'on a requalifié une friche ferroviaire dans quelque chose qui répond à l'objectif espèce cible animale. Et ce qui est intéressant, je finis là-dessus, les espèces cibles animales ne sont pas des espèces ordinaires ou lambda, mais c'est ce qu'on appelle des espèces parapluies, c'est-à-dire d'une certaine exigence écologique. Et si leur exigence est satisfaite par l'espace évalué, c'est que derrière elle, il y a tout un ensemble
un schéma trophique et écologique d'espèces animales et végétales, donc de support de vie, le logis et le couvert, encore une fois, qui existent. Donc ma réponse, c'est pour l'évaluation d'une ville verte, celle qui est la plus élégante qu'on applique à Paris, c'est l'existence des espèces cibles animales. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous dites, qui est très intéressant, évidemment. Je voudrais vous apporter le témoignage de ce qui se passe dans une toute petite ville de province. Moi, j'habite dans un tout petit patelin à côté, mais dans une petite ville de province à 200 km de Paris, en Bourgogne, 5 à 6 fois par an, tous les jardiniers de la ville sont requis pour arracher toutes les plantes fleuries, encore fleuries, belles d'ailleurs, qui viennent de pots de leurs entrepôts quelque part dans les jardins de la ville. Ils arrachent tout, quasiment avec des policiers autour, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont là pour tout mettre dans la benne et pour empêcher que des gens, que des habitants prennent dans la benne pour remmener chez eux. Bon, enfin bref, et 5 fois par an, ils remettent des nouvelles plantes, et c'est comme ça toute l'année. Moi, je trouve ça absolument scandaleux, et personne ne dit rien, et tout le monde trouve ça très joli surtout. C'est ça surtout, c'est que tout le monde trouve ça très beau. Je veux juste réagir à ce que vous disiez, parce que, encore une fois, pas du tout d'une manière sachante ou scientifique, mais ce qui peut... Alors, je suis tout à fait d'accord, à Paris, en fait, on voit vraiment pas d'évolution, mais encore une fois, on la voit à l'échelle de ce qui est fait, ce qui a été dit là, et ce qui est vraiment hyper passionnant, mais malheureusement, aujourd'hui, les habitants, enfin, vous et moi, on estime que ça ne va pas assez vite, et la question que vous posiez, c'est est-ce qu'on peut, à un moment, évaluer une vitesse? Est-ce qu'à un moment, on peut se dire, pourquoi faut-il faire les choses avant telle date? Parce qu'une ville n'a pas par définition besoin de végétation. Pourquoi on a besoin de végétation? Il y en a tout autour. On en a besoin parce que les êtres humains en ont surtout besoin pour respirer et pour diminuer la température de l'air. Or, on a une seule urgence qui fait qu'on ne peut pas passer outre la végétalisation des villes, c'est que si on veut continuer à vivre en ville, eh bien, il faut tout simplement réduire la température des villes d'ici quelques années. Et pour faire ça, eh ben, c'est vrai que je suis assez d'accord avec vous sur un point, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données chiffrées, en tout cas, je dirais, grand public, qui permettent de se dire que pour arriver d'ici 4 ans, 5 ans, à réduire d'1 degré, par exemple, ou 10 ans, ou 20 ans même, 2 degrés, la température d'une ville comme Paris, eh bien, il faudrait tant d'arbres plantés en pleine terre. C'est vrai que pour les gens, du coup, c'est très, très abstrait. La seule chose de concret pour eux, pour nous, pour les citoyens qui finalement se disent « Ah, bah, c'est une place de parking en moins » ou si j'ai envie d'aller voir une forêt, bah, j'ai qu'à aller à Fontainebleau », eh bien, c'est de comprendre que très pragmatiquement parlant, les villes ne seront pas vivables sans végétaliser, renaturaliser. Oui, on dit renaturaliser. Renaturer, pardon, je fais des grosses... erreurs et il faut des chiffres concrets et de voir en fait du coup que ça a des impacts très concrets dans la ville et ça c'est peut-être quelque chose en effet qu'il faudrait avoir en tête, c'est des simulations un tout petit peu plus grand public pour montrer je dirais comment ça s'incarne dans la vie quotidienne. J'ai une question sur le parc Chapelle Charbon. Et en fait, ma question vient de ce que vous disiez à propos des espèces patrimoniales et des espèces protégées qui ne peuvent pas être cultivées, en fait. Qu'est-ce que vous auriez fait concrètement si, du coup, il y avait une espèce végétale qui était protégée dans l'inventaire, puisque c'est un problème si on ne peut pas la reproduire. Alors, je comprends bien que c'est pour des raisons de conservation qui font que on ne peut pas autoriser les citoyens à prélever même des graines parce que ça risque d'abîmer dans l'espace naturel ces plantes. Mais comment ça se fait que ça s'applique aussi aux autorités politiques, aux botanistes professionnels, etc., qui ont une mission au niveau de la biodiversité? Et du coup, c'est quoi la solution dans ce cas-là?
Et un peu dans le même ordre d'idée, j'ai bien compris qu'il y avait une obligation de moyens pour assurer la transition des espèces animales protégées. Est-ce qu'il y a une obligation de résultat? Est-ce que vous avez pu réinventorier, une fois que le parc a été terminé, la présence de ces espèces menacées? Ou bien, en fait, finalement, elles sont plus là et on n'y peut rien, c'est comme ça? Alors, elles ne sont plus là. Et c'est le sens de ce qu'on appelle une dérogation pour intérêt public. C'est ça la politique actuelle, il y a une friche ferroviaire, des inventaires sont faits qui donnent l'état initial et on trouve ou on ne trouve pas des choses. J'aimerais vous dire la chose la plus amusante que nous ayons vécue en réunion de travail avec les équipes d'aménageurs d'urbanisme. Ils nous ont dit, mais en fait, on va pouvoir tout décaper, tout faire autrement, et notamment construire et bétonner, faire des infrastructures, parce qu'en fait, il n'y a rien. J'ai frôlé l'AVC quand ils nous ont dit qu'il n'y avait rien, puisqu'on y a quand même passé un an et qu'on a trouvé bien des choses. Une anecdote complémentaire, ils nous ont dit on va en fait tout améliorer puisqu'on va décaper, donc dépolluer, et que ce qu'on apportera sur place sera sur un terrain propre. Mais ça non plus, ça aussi c'est très subtil écologiquement. C'est pas parce qu'un endroit est pollué ou dégradé qu'il n'y a pas de biodiversité, de vie, de vivant qui se développe. Des petites choses à régler. Alors, effectivement, il est réglementaire, quand on a eu cet état initial et qu'on a eu des espèces protégées, alors animales, d'annuler le projet. C'est impossible, nous dit-on. Éviter, réduire, compenser, donc de réduire l'impact. Et en général, je pense que vous le savez, on demande plutôt une dérogation pour raison d'intérêt public et on sait qu'on l'obtiendra. Quand je dis on, c'est tout le monde, pas nous en particulier. Donc pour intérêt public, donc c'est-à-dire justement cet endroit est non utilisé ou à des usages inacceptables, marginaux, inquiétants d'ailleurs pour la sécurité du quartier, migrants, prostitution, drogue, criminalité, ce genre de choses, et usages alternatifs. Et donc, il est de l'intérêt public de le rendre public, donc il faut le décaper. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc la dérogation est accordée d'office. Il est juste élégant de compenser l'impact du projet autorisé par dérogation par différentes méthodes d'écologie urbaine. Donc mon histoire de gabion, par exemple, était une réponse donnée. Et donc ce sont souvent des habitats de substitution qui sont donnés. Alors là où c'est excitant, c'est que nous avons proposé qu'à ces habitats de substitution, le temps du chantier, suivent des habitats à caractère naturel, c'est une expression parisienne, donc de créer de toutes pièces le paysage que vous avez ici au moment de la livraison et qui va évoluer à partir de là, ou des milieux. Alors c'est là que c'est intéressant. Les paysagistes ont été sollicités non pas pour dérouler un décor, mais de le structurer écologiquement par strates végétales, arborées, arbustives et herbacées, par milieux très drainants, secs, moyens, humides et aquatiques, et de créer une diversité d'habitats, ce qui a plutôt été bien reçu par l'autorité environnementale, ce que personnellement je regrette, c'est un avis personnel, puisqu'on a substitué à quelque chose de très minéral et de très chaud, thermophile, une friche ferroviaire c'est du ballast, une diversité d'habitats et d'écosystèmes qui n'existent pas et qu'on va apporter et installer de toutes pièces. Donc on crée quelque chose. Donc c'est là que je vous disais, ce qui est excitant, c'est que l'écosystème urbain est quelque chose d'artificiel sur toute la ligne et totalement expérimental. Je ne le dis pas de manière dégradante pour ces écosystèmes naturels, c'est un lieu d'expérimentation. Voilà, en ville. Mais donc, pour vous répondre, eh bien, les espèces animales observées, même les protégées, ne sont plus sur site parce que le site a été décapé pendant plusieurs mois, littéralement décapé. J'ai vu la première image, la même chose, mais couleur remblai urbain. Et donc, plus rien dessus. Ça a été très, très choquant pour nous qui avons vécu dans cet endroit privilégié, qui en plus, paysagèrement et émotionnellement, était un truc absolument incroyable.
Et donc, on espère, je me rends compte que j'ai mal compris votre question sur pour l'évaluation des choses. On doit suivre, il est réglementaire, une fois qu'on s'est inscrit dans cette séquence éviter, réduire, compenser, et qu'on a eu des mesures transitoires et permanentes de conservation, de restitution, de retour des espèces, on doit l'évaluer et donc refaire des inventaires de biodiversité depuis que la chose a été livrée, donc plusieurs années de suite, et voir si les espèces végétales et animales préexistantes vont revenir ou pas, et ou des espèces supplémentaires ou des espèces de remplacement et de ce genre de choses. Donc ça, on va devoir le suivre. Moi, je voudrais revenir à un sujet qui a été abordé tout à l'heure. Excusez-moi de sortir un peu de ce qu'on est en train de discuter, mais c'était sur le bouquin La vie secrète des arbres. Là, est-ce que ça vous a fait? Parce que ça m'intéresse de savoir un peu plus sur comment, au sein de la rédaction pour la science, vous avez réfléchi à ça. Vous avez aussi peut-être fait un travail un peu critique aussi des problèmes qu'il pouvait y avoir dans ce livre, de ce qu'il faut provoquer. Et est-ce que ça a eu un impact sur votre propre proposition éditoriale aussi? Un impact, non, parce qu'en gros, c'est des choses qu'on connaissait finalement. C'est un travers qui n'est pas uniquement associé au monde végétal. Par exemple, on a eu la même chose avec le microbiote et le charme discret de l'intestin, par exemple, qui va aussi très loin dans les images. Bon, en même temps, on ne peut pas leur en vouloir, ça fonctionne très très bien. Et donc, pourquoi pas, c'est un parti pris. Nous, c'est pas le nôtre. Et donc, du coup, on se freine nous-mêmes, on s'auto-régule, on va dire. Parce que, voilà, comme on transmet un message de la communauté scientifique à un grand public, un tantinet averti quand même, et qu'en amont, par exemple, je reprends le hors-série consacré au monde végétal qu'on avait publié, les auteurs, à cette époque-là, avaient aussi pris leur... prenez un peu de recul par rapport à ce succès de librairie. Par exemple, je me souviens, l'avant-propos, j'avais fait une interview d'Emmanuel Ecocha, et on avait tout de suite commencé par Wohlleben. Et pour la petite anecdote, il me racontait qu'il l'avait rencontré, et que Wohlleben lui avait raconté que ce secret de la vie des arbres était son 15e bouquin, et que ceux d'avant n'avaient pas marché du tout. Et que là, il avait versé dans l'anthropomorphisme, et bingo, si je puis dire. Donc voilà, après c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est pour certaines rédactions c'est leur politique de s'engouffrer dans cet anthropomorphisme, aussi bien pour le végétal que pour plein d'autres choses, hein. Pour la science, c'est pas le nôtre, quoi, du tout. Et justement parce qu'on essaie d'être le reflet le plus juste possible de la communauté scientifique, qui, je crois l'avoir compris, s'était aussi un peu élevé contre cet anthropomorphisme à outrance, quoi. Enfin, pour avoir discuté avec certains spécialistes du monde végétal, dès qu'il est question de ça, je vois des grands yeux s'ouvrir et dire « Ah non !» Voilà. Donc, puisqu'on est le reflet du monde scientifique, on ne va pas dans les travers que le monde scientifique peut voir ailleurs. Moi, j'avais une première question pour vous aussi. Je voulais savoir si pourquoi ça s'appelle toujours pour la science et pas pour les sciences, et si vous défendez une science, laquelle c'est? Je sais, il est tard, désolée. Après, j'avais une autre question qui concerne un peu tout le monde, mais c'est sur justement éviter, compenser, réduire. On voit à quel point le éviter, on a l'impression qu'il sert à rien, mais je comprends pas quand il est associé au zéro perte nette, pourquoi à chaque fois qu'il y a des projets, y compris de parcs, on se retrouve toujours avec un usage du sol qui se transforme en urbain, du coup en couvert, et donc voilà, je vois pas où il est ce zéro perte nulle part, et je l'interroge. Et puis après, en fait, c'était sur la question plutôt de l'anthropocentrisme. J'ai l'impression que tout le monde cherche à faire des décalages pour mieux accueillir cette altérité. Et que, voilà, peut-être qu'on n'est pas très fort à faire des récits qui n'empruntent pas à l'anthropomorphisme, et que de ce côté-là, peut-être que le vocabulaire de la science nous est utile, ou en tout cas, il y a une poésie de la science qui peut être aussi très performative.
Mais pour moi, c'est plus un échec à nous phytomorphoser plutôt qu'à anthropomorphiser les plantes. Et enfin voilà, je voulais vous écouter là-dessus. Alors, je vais répondre à la question la plus simple. Pourquoi pour la science ? Il faudrait demander aux fondateurs en 1977. Alors après, peut-être que le distinguo est du même type que celui qu'on trouve entre les mathématiques et la mathématique que certains privilégient comme expression. Par exemple, Cédric Villani ne parle que de la mathématique, par exemple. Un objet multifacette reste unique en fait. Je serais tenté de dire la science c'est un objet multifacette et chacune de ces facettes est une science. Donc je pourrais essayer de m'en sortir comme ça. Quant à l'anthropo, alors je suis pas sûr d'avoir bien saisi la question plus compliquée qui venait après, mais bon, je vais vous laisser répondre d'abord, comme ça va me permettre de formuler les idées. Mais voilà, si vaguement l'anthropocentrisme et l'anthropomorphisme, effectivement, c'est un travers compliqué, mais on peut essayer de s'en sortir. Et pour le coup, moi, c'est des gens que j'essaye de suivre et que j'essaye de, par exemple, dès qu'ils publient des livres, j'essaye d'en parler dans mes coups de cœur, dans ma rubrique coups de cœur. C'est tout le courant de Baptiste Morisot pour le monde animal. Et par exemple, tout à l'heure, j'avais envie de réagir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur finalement apprendre à voir aussi le monde végétal. C'est la philosophe et historienne de l'art Estelle Zhuang-Mengwal qui parle de ça. Et donc, c'est des gens dont j'essaie de populariser les travaux, sans forcément les avoir interviewés ou ce genre de choses, mais mettre en avant leurs travaux pour participer justement à ce décalage du regard et à essayer d'abandonner cet anthropocentrisme qui est effectivement très prégnant aujourd'hui pour aller vers l'altercentrisme, si vous me permettez ce barbarisme. Mais la question était adressée à nous quatre. Donc. Je ne sais pas exactement c'est laquelle la question, mais ça m'a touché l'idée d'un phytomorphisme, parce que bien sûr, je suis là. Je crois que c'est bien de penser de ne pas changer une chose pour l'autre, c'est justement changer la structure générale. Parce que ce n'est pas inversé, c'est passer, on va dire, de la verticalité à le plat, non? À la touche. Et le problème, ce n'est pas la forme, le problème, c'est toujours la structure, je crois. Alors, la structure, c'est anthropocentriste. C'est ça le problème, je crois, encore. Je ne sais pas si je réponds, parce que je ne comprends pas la question, mais à peu près pour là. Je voudrais dire une chose que je pensais, parce qu'on n'a pas trop développé la demande initiale. C'est la question du temps encore. Je pense que nous sommes dans un problème énorme. Et aussi à côté de l'anthropocentrisme, il y a le problème de la vitesse. Je sens que maintenant tout c'est très très vite. Alors, prendre des choses qui te donnent l'obligation de faire les choses doucement, lentement, ça existe en français, oui. Par exemple, dessiner ou faire la jardinerie ou marcher sans aucune destination, sont des choses qui t'aident à changer la perception. Je crois qu'il y a un problème de perception générale. Alors, la vitesse, c'est un problème et aussi la vitesse de la communication. On est toujours hyper connecté et ça donne une vitesse énorme à la vie. Alors, c'est ça, c'est chercher aussi les manières d'être... de marcher doucement. Okay. S'il n'y a pas de nouvelles questions, on va s'arrêter là-dessus. Je trouve que c'est une belle phrase de conclusion. Donc, on vous remercie tous, à la fois les présentateurs ainsi que les personnes présentes d'être venues. On espère que le sujet a ouvert des pistes, que le colloque a permis de
voilà, d'ouvrir des nouveaux horizons. Et puis on espère pouvoir vous voir. Alors on va sûrement, en fait, il y aura une post-production, donc en fait, il y aura le colloque sera sous forme d'un film, donc on vous le partagera. Voilà, donc on est parti là-dessus, et puis de toute façon, on continuera d'échanger, je pense, par la suite. Merci à tous. On va essayer de publier les annales. Et on va essayer de publier les annales du colloque, voilà. Les actes du colloque. Merci à tous. Merci beaucoup.